L'industrie automobile française est en train de mourir sous nos yeux, et ce n'est pas une exagération. Quand le Sénat tire la sonnette d'alarme en octobre 2025 avec un rapport accablant sur l'effondrement de notre souveraineté industrielle, il faut prendre la mesure de ce qui se joue. Plus de 800 000 emplois menacés selon les données officielles du ministère de l'Industrie. Moins d'un tiers des véhicules vendus en France encore fabriqués sur notre sol, d'après les statistiques de la plateforme de la filière automobile. Une dépendance quasi totale aux batteries asiatiques. Derrière ces chiffres glaçants, d'effroi, se cache une vérité technique impitoyable. Nos constructeurs nationaux sont devenus les victimes d'une transition électrique imposée par Bruxelles au détriment de leur savoir-faire mécanique traditionnel. Le symbole de cette déchéance trouve son incarnation dans les moteurs PureTech de Stellantis et les TCE de Renault. Ces deux technologies représentent parfaitement l'échec du downsizing européen face à l'excellence nippone. Ces blocs, censés représenter le renouveau français, accumulent aujourd'hui les rappels massifs et les factures astronomiques pour leurs propriétaires. Pendant que nos ingénieurs brillants sont réduits à bricoler des courroies de distribution humides défaillantes, Toyota empile les records de fiabilité avec ses hybrides pragmatiques. Et Suzuki maintient une simplicité mécanique qui fait sourire les professionnels. Cette analyse révèle comment nos fleurons automobiles se sont perdus dans une course technologique imposée de l'extérieur. Ils ont sacrifié leur ADN mécanique sur l'autel de normes européennes déconnectées des réalités industrielles. De Peugeot à Renault, en passant par Citroën, nous assistons à une autopsie industrielle qui explique pourquoi l'avenir de l'automobile française semble aujourd'hui compromis. Le drame commence dans les bureaux d'études, où l'idéologie a remplacé l'ingénierie. Le PureTech 1,2 litre EB2 de Stellantis, ce 3 cylindres turbo de 1199 cm3 qui équipe des dizaines de modèles depuis 2012, illustre parfaitement les dérives du downsizing français. Développant entre 100 et 155 chevaux, pour un couple de 205 à 240 Nm, sa courroie de distribution humide s'effrite prématurément, entraînant des casse-moteurs catastrophiques avant même les 100 000 km parcourus. Cette défaillance n'est pas anecdotique, mais systémique. Elle expose une philosophie d'ingénierie, sacrifiant la durabilité au profit de performances papier et de normes anti-pollution. Quand un client découvre une facture de réparation oscillant entre 3 000 et 8 000 euros pour un moteur de petite cylindrée, il comprend brutalement que le génie français a ses limites. Comment en sommes-nous arrivés à accepter qu'un moteur moderne devienne plus fragile que ses prédécesseurs ? Le rappel massif de 2024 et 2025 concernant les injecteurs de refroidissement d'huile confirme que ces problèmes sont systémiques, non accidentels, selon les bulletins techniques officiels des concessions. Renault n'échappe pas à cette malédiction du downsizing mal maîtrisé. Son 1,2 litre TCE H5 FT, bloc de 1198 cm3, produisant 115 à 130 chevaux, souffre d'un défaut de segmentation qui provoque une surconsommation d'huile dramatique dès 40 000 à 80 000 km. Ce vice caché transforme un moteur moderne en gouffre financier pour l'utilisateur, qui découvre progressivement que son véhicule boit littéralement son huile moteur à raison de plusieurs litres entre chaque vidange. La comparaison avec les références japonaises s'avère cruelle mais nécessaire pour comprendre l'ampleur de notre décrochage technologique. Toyota développe ses moteurs atmosphériques 2 litres et 2,5 litres Dynamic Force Atkinson avec une chaîne de distribution éliminant d'emblée les risques liés aux courroies humides. Mazda perfectionne ses Skyactiv G 2 litres et 2,5 litres selon la même philosophie, de simplicité, de durabilité et de fiabilité éprouvée. Honda impose son 1,6 litre ID.Tech diesel comme référence de longévité dans le segment des compacts. Ces constructeurs n'ont pas cédé à la mode du downsizing extrême, préférant optimiser des architectures éprouvées plutôt que de révolutionner à tout prix. L'hybridation aurait pu représenter le salut technologique des constructeurs français dans cette transition énergétique complexe. L'e-Tech de Renault, système multimode associant un 1,6 litre essence à une transmission sans embrayage, témoignait d'une certaine créativité d'ingénierie, digne des meilleures heures de nos bureaux d'études. Malheureusement, ce bloc de 1598 cm3, développant 140 à 145 chevaux, fait l'objet d'un rappel en août 2025 concernant 155 825 véhicules pour défaut d'étanchéité de boîte. Les systèmes PHEV de Stellantis, combinant le 1,6 litre PureTech à un moteur électrique de 81 kW, alimenté par une batterie de 11 kWh, 8 à 14 kWh2, promettaient des performances de 225 à 300 chevaux. Ces motorisations équipent les DS7
Peugeot 3008 et 508 Citroën C5 Aircross, Opel Grandland X. Le problème majeur réside dans l'accumulation des campagnes de rappel pour risque de surchauffe et d'incendie des batteries haute tension. Le constructeur recommande même à certains propriétaires de ne plus recharger leur véhicule, vidant de sens le concept même d'hybride rechargeable et transformant ces voitures en lourds véhicules thermiques sous-motorisés. Cette défaillance expose une vérité dérangeante. Nos constructeurs maîtrisent mal l'intégration des technologies électriques dans leurs plateformes conçues initialement pour le thermique. Ils subissent une électrification imposée par les normes européennes sans avoir pris le temps de développer une expertise réelle dans ce domaine complexe. Toyota, qui produit des hybrides fiables depuis 1997 avec la première Prius, affiche des taux de panne dérisoires selon Consumer Reports et l'ADAC allemand. L'expérience nippone démontre qu'il faut des décennies pour maîtriser parfaitement l'hybridation et que la précipitation mène au désastre technique. L'offensive électrique des constructeurs français expose encore davantage leur fragilité structurelle et leur manque de préparation. La Renault Zoé, pionnière du segment électrique européen, illustre parfaitement l'échec commercial et technique de cette stratégie précipitée. Vendue 33 000 € hors bonus en 2020, elle se négocie aujourd'hui entre 8 000 et 12 000 € sur le marché de l'occasion, soit une décote de plus de 60% en 4 ans seulement, selon les cotes Ardus officielles. Cette dépréciation vertigineuse révèle que le marché ne fait pas confiance à la durabilité de ces technologies et anticipe des coûts de maintenance prohibitifs. Les Peugeot électriques 208 et électriques 2008 de première génération souffrent de problèmes récurrents sur leur chargeur embarqué OBC, rendant la recharge aléatoire et transformant chaque trajet en source d'angoisse. Ces dysfonctionnements transforment des véhicules soi-disant zéro émission en source d'angoisse permanente pour leurs propriétaires. Comment accepter qu'un véhicule meuf refuse brutalement de se recharger sans préavis ni diagnostic fiable ? La Mégane électrique Tech électrique de Renault, positionnée comme un étendard technologique, peine à convaincre par sa fiabilité selon les premiers retours des utilisateurs. Ces défaillances ne constituent pas des détails techniques mineurs, mais détruisent la confiance des utilisateurs dans l'électrique français et compromettent l'avenir de cette filière. Le contraste avec les références asiatiques s'avère saisissant et humiliant pour notre industrie. BYD, constructeur chinois, livre des véhicules électriques fonctionnels dès la sortie d'usine, avec des batteries intégrées maîtrisées et des prix défiant toute concurrence européenne. Son modèle Seagull, à 9 700 $, démontre que l'électrique peut être abordable et fiable simultanément. Nos constructeurs français vendent leurs électriques plus chers que les thermiques équivalents, tout en proposant une fiabilité dégradée et des prestations inférieures. L'électrification massive promise par nos dirigeants se heurte à une réalité infrastructure implacable, qui révèle l'imposture de ce plan mal conçu. Jusqu'à 20% des bornes publiques françaises sont hors service ou en maintenance, selon les observatoires 2024 et 2025 de l'AVER et de l'Association française pour le développement de la mobilité électrique. Ces pannes récurrentes contraignent les conducteurs électriques à des détours constants, transformant chaque trajet en parcours du combattant logistique et en source de stress permanent. La situation empire avec l'explosion du coût de la recharge publique, qui atteint parfois des niveaux supérieurs au plein d'essence sur autoroute, selon les relevés de l'UFC Que Choisir. Cette aberration économique révèle que l'équation financière de l'électrique ne tient que grâce aux subventions publiques massives, financées par les contribuables français. Dès que ces aides disparaissent, comme le bonus écologique, supprimé au 1er juillet 2025, les immatriculations de véhicules électriques chutent brutalement de 6,4% en France au premier semestre 2025, selon les statistiques officielles du CCFA. La hausse de la TVA sur l'électricité au 1er août 2025, passant à un taux uniforme de 20%, augmente mécaniquement le coût de la recharge résidentielle, selon les nouvelles grilles tarifaires. Cette mesure fiscale, officiellement justifiée par la conformité aux directives européennes, révèle que l'État récupère d'une main ce qu'il donne de l'autre. L'électrique pas cher n'était qu'un mirage subventionné aux frais du contribuable français. Paradoxalement, les motorisations diesel développées par nos constructeurs dans les années 2000 à 2015 résistent mieux à l'épreuve du temps que leurs successeurs électrifiés, soi-disant modernes. Ces moteurs, développés avant l'obsession du downsizing et de l'électrification forcée, privilégiaient la robustesse sur les performances papier et les gadgets électroniques.
Leurs propriétaires aujourd'hui se cramponnent désespérément à ces dernières valeurs sûres, conscients que leurs successeurs modernes multiplient les aléas et les factures imprévisibles. Cette résistance du diesel explique en partie la revalorisation observée sur le marché de l'occasion des véhicules équipés de ces motorisations éprouvées. Les utilitaires équipés de ces motorisations éprouvées, comme le Renault Master ou le Peugeot Boxer, conservent des cotes élevées grâce à leur robustesse reconnue par les professionnels. Les artisans et les entreprises qui raisonnent en coût de possession réel sur plusieurs années plébiscitent ces mécaniques simples et réparables plutôt que les nouvelles technologies capricieuses. Les chiffres de décote des véhicules électriques français exposent brutalement l'échec de cette stratégie technologique imposée par Bruxelles. Au-delà de la ZOE, mentionnée précédemment, tous les modèles électriques français subissent des dépréciations exceptionnelles qui dépassent largement les normes historiques du marché automobile. Cette chute de valeur ne traduit pas seulement une mode passagère, mais révèle que le marché anticipe l'obsolescence rapide de ces technologies et des coûts de maintenance prohibitifs à moyen terme. Les flottes d'entreprises, dopées artificiellement par l'éco-score et les avantages fiscaux, représentent 32,5% des immatriculations électriques sur les 8 premiers mois 2025, selon les chiffres de l'Arval et de l'Observatoire du véhicule d'entreprise. Ces achats contraints, dictés par des considérations fiscales plutôt que par l'usage réel, faussent complètement les statistiques de marché et masquent la réticence des particuliers. Le jour où ces véhicules arriveront en seconde main, ils inonderont le marché de l'occasion avec des valeurs résiduelles dérisoires, aggravant encore la situation. Cette destruction de valeur pénalise directement les particuliers qui ont cru aux promesses de l'électrique et au discours marketing des constructeurs. Qui va indemniser les familles françaises pour cette spoliation organisée? Les assurances, conscientes des coûts de réparation électronique exorbitants, majorent leurs primes de 30% par rapport aux véhicules thermiques équivalents, selon les grilles tarifaires actualisées. Cette surfacturation révèle que les professionnels du risque ne croient pas à la fiabilité de l'électrique et anticipent des sinistres coûteux. L'électrification imposée par Bruxelles révèle sa véritable nature sous-jacente, celle d'un transfert de dépendance technologique vers l'Asie, orchestré au détriment de notre souveraineté industrielle. La faillite de Northvolt le 12 mars 2025, ce soi-disant champion européen de la batterie, qui devait nous affranchir de la domination chinoise, symbolise l'échec complet de cette stratégie illusoire. Avec 7,33 milliards d'euros de dettes pour seulement quelques millions de réserves, cette faillite révèle que l'Europe n'a jamais eu les moyens industriels et financiers de ses ambitions électriques démesurées. Nos constructeurs français se retrouvent dépendants des géants asiatiques, CATL, BYD et LG pour leurs batteries, sans lesquelles leurs véhicules ne peuvent fonctionner. Cette dépendance critique compromet non seulement leur compétitivité, mais aussi leur souveraineté industrielle et notre sécurité d'approvisionnement. Quand un fournisseur asiatique décide d'augmenter ses prix ou de rationner ses livraisons pour privilégier ses constructeurs nationaux, nos constructeurs subissent sans pouvoir réagir efficacement. Le contraste avec la stratégie nippone s'avère frappant et révélateur d'une approche industrielle plus mature. Toyota a développé ses propres technologies de batterie en interne, conservant son indépendance technologique et sa capacité d'innovation autonome. Honda s'appuie sur des partenariats équilibrés, sans dépendance exclusive, qui pourraient compromettre sa liberté stratégique. Ces constructeurs ont compris depuis longtemps que la souveraineté industrielle passe par la maîtrise des technologies critiques, non par leur sous-traitance à des concurrents étrangers potentiellement hostiles. Les réglementations européennes exposent leur véritable nature, celle d'instruments de démantèlement programmé de l'industrie automobile française au profit d'autres intérêts. Ils produisent aujourd'hui des véhicules moins fiables, plus complexes et plus coûteux que leurs prédécesseurs thermiques, pourtant diabolisés par l'idéologie écologiste dominante. La solution existe pourtant, et elle passe par un retour aux fondamentaux de l'ingénierie automobile authentique. Simplicité mécanique, durabilité, réparabilité, coût maîtrisé. Ces valeurs incarnées par les constructeurs japonais et quelques rares survivants européens, comme BMW sur certains segments, démontrent qu'une autre voie reste possible pour nos constructeurs français s'ils retrouvent le courage de leurs convictions techniques. Cela nécessite une rupture politique courageuse avec l'agenda bruxellois destructeur, défendre nos constructeurs face aux normes impossibles, protéger nos emplois industriels contre la concurrence chinoise déloyalement subventionnée, redonner confiance aux ingénieurs français dans leur capacité d'innovation authentique. L'automobile française ne renaîtra qu'en retrouvant son indépendance technologique et stratégique face aux diktats idéologiques de l'Union européenne. L'enjeu dépasse largement l'automobile et concerne la survie même de notre souveraineté industrielle face à la mondialisation destructrice.
Nos 800 000 emplois menacés, nos usines fermées, notre déficit commercial automobile record témoignent d'un déclassement industriel orchestré qu'il faut combattre. Il est encore temps d'inverser cette tendance mortifère, à condition d'avoir le courage politique de remettre en cause l'idéologie libre-échangiste qui nous mène collectivement au désastre économique et social. L'automobile française mérite mieux que cette mort silencieuse programmée par des technocrates irresponsables. Elle mérite de retrouver sa fierté technique, sa créativité d'ingénierie, sa capacité d'innovation au service des utilisateurs réels. Cette renaissance est possible, mais elle exige une révolution stratégique complète et un sursaut national face à la destruction organisée.